Donc on continue dans le debunk de la mythologie de la fraude du nom aux États-Unis. Et là, ils vont parler du bank run, donc la panique bancaire. Il y en a qui ont essayé d'installer la panique bancaire aux États-Unis en disant de retirer l'argent des guichets. Et donc voilà, Brandon dit que c'est l'idiot utile. Et il se sert des gens comme des outils dans le jeu des riches. Donc ils vont parler d'une opération psychologique, PsyOps, OPSI français. Et ils vont reparler du state national, donc la nationalité des États, de style californien, etc., que certains prônent. Donc voilà, Brandon dit que beaucoup de gens se font avoir à faire passer ces informations et que c'est l'élite qui arrange ce genre de truc. On retrouve ça dans les médias alternatifs. Il n'y a pas de collapse financier, mais on te dit que pour te faire peur, c'est toujours la pornographie. Donc il faut rester tranquille. Donc il va parler aussi de la tuerie, donc un shooting, ce qui s'est passé dans l'état de l'Utah, donc l'état de Clint Richardson, notamment un state national, donc ceux qui prétendent avoir une nationalité d'État mais pas une nationalité des États-Unis, qui s'est fait abattre par la police. Donc Brandon va mettre les audios que la police a publiés et vont commenter avec Clint. Donc le système est aussi en train d'utiliser ça contre nous, comme le citoyen souverain, comme le terroriste domestique. Donc là, Brandon introduit le travail de Clint, l'énorme travail qu'il a fait, des vidéos, des articles, pléthore comme pas possible, sur énormément de sujets, dont la fraude du nom, mais pas que. Clint a exploré énormément de sujets. Donc Brandon va commencer par commenter le shooting d'un jeune homme de l'Utah, donc, qui s'est fait tuer par la police. J'ai mis un article dans les liens sur ce sujet. Il s'est fait contrôler et a refusé de donner son permis et a blablaté tous les trucs de la fraude du nom. Donc il a refusé de s'identifier. Donc Brandon veut commenter la stratégie qui ne marche pas, donc du state national et d'autres trucs. Et comme il dit, malheureusement, il a fallu cette situation tragique pour s'en apercevoir et vérifier. Là, je rappelle, entre guillemets, qu'aux États-Unis, c'est bien pire qu'en France chez nous. Là-bas, la garde à vue peut durer plusieurs années. Donc là, c'est l'officier de police qui commence à parler, il donne donner son nom, qui me dit qu'il n'y a pas de plaque sur la voiture, pas immatriculée, et lui répond qu'il n'a pas besoin de s'immatriculer et de répondre à des questions. Le fameux I don't answer question. Donc là, l'officier de police fait appel à du renfort. Là, l'officier lui demande si il est tout seul dans la voiture. Il y a des vitres teintées. Et il lui dit écoute mec, je t'arrête parce que t'es pas immatriculé et je te demande de t'identifier. Il lui précise qu'à partir de maintenant il est en détention et qu'il n'est pas libre de partir. Est-ce que tu vas me donner ton identification ? Je ne réponds pas aux questions. Donc l'officier dit qu'il va prendre cela comme un non, un refus. Et il lui demande est-ce que c'est bien cette solution que tu veux, dans cette voie que tu veux aller, ou alors si tu t'identifies, on pourra discuter tranquillement, notamment les lois que tu es en train de violer. Donc là le mec lui répond si vous voulez mon identification, c'est sous la contrainte, et vous en acceptez toutes les responsabilités, donc la sûreté, et le concept de fiduciaire qui va avec, le trusteeship. Donc là il y a une petite moquerie de Clint, donc c'est le blabla classique du state national souverain, et la rhétorique de base. Brandon dit là, on a l'exemple parfait que ça marche pas. Mais il y a pas mal de vidéos comme ça en fait. Et donc Brandon dit et les gens continuent à essayer ce genre de technique. Donc il continue sur l'audio. Là le mec lui dit vous êtes responsable de toutes les dettes que vous essayez de mettre sur moi. Là, le flic lui répond je suis pas en train de créer de la dette, je suis juste en train d'enquêter sur le fait que t'aies pas d'immatriculation. Alors là il cite je sais pas quoi, 1692. Vous essayez de imposer une dette sur moi et d'avoir un pouvoir juridique sur quelque chose qui n'est pas autorisé. Je pense qu'il cite le code US, titre 18, subsection 45, que voyager est un acte protégé par un acte fédéral protégé. Donc là, le flic lui répond mais je comprends ce que vous dites, mais là ce que je voulais te dire c'est que il n'y a pas d'option, tu t'identifies ou pas. Et légalement, tu dois t'identifier. Donc soit tu me donnes ton identité et on peut discuter, et donc on va parler des lois que tu es en train de violer,
Et tu peux refuser, et là on va faire ça différemment. Moi je suis ok avec les deux choix, c'est toi qui vois. Donc tu as le choix à 100%. Donc là le mec lui répond que le code US c'est un règlement intérieur d'entreprise et que le flic est sous contrat et qu'il le suit. Et donc il faut le consentement pour que lui soit d'accord avec. Donc là Brandon on revient sur le fait que les États-Unis sont une corporation, donc une société privée, c'est l'obsession du souverainisme. En effet, il y a une certaine vérité dedans. Et Clint dit qu'il faut toujours retourner aux fondations des choses et donc aux dispositions, aux conditions de base. Donc en gros, il donne la métaphore suivante, c'est comme si tu avais un gardien de prison qui venait à ta cellule et te demandait de t'identifier. Et toi qui dirais, bah non mais je suis pas prisonnier moi, et je suis pas dans une prison. Donc et Clint précise, c'est ça que je veux que les gens comprennent bien, c'est qu'on est sous la loi martiale, même si elle est édulcorée. On est sous le code militaire, le Liber Code. Il dit on est à ça près d'être sous la vraie loi martiale. Elle peut être instaurée à n'importe quel moment. Ne commencez pas à croire que vous avez un choix ou que vous avez des droits. Et là, le flic, il est clair, il n'offre pas de choix. C'est soit tu l'identifies, soit ça va mal se passer. Moi, je vais être honnête avec vous. Quand la police m'arrête, je deviens le plus stupide des citoyens. Et le plus docile et le plus gentil possible. Et généralement, je m'en sors avec un avertissement. Je vais pas argumenter et me faire doler, c'est leur jeu à eux. Ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça. Le système les a mis en place pour ça. Donc le flic va me dire ouais merci d'avoir coopéré, au revoir. Des fois je vais me prendre une amende, et le mec me dit ouais tu faisais 55 dans une voie 40, ok je vais te mettre 45. Comme ça tu te prendras pas de points sur ton assurance. Et pourquoi? Parce que j'ai respecté le mec, qui fait son taf. Et le mec connaît rien à la loi, que je lui dise je lui cite les textes de loi, il en a rien à foutre. C'est un officier municipal de droit romain municipal, car il est là pour régir les citoyens, les Dénisiens, Denison en anglais, dans le Black's Law. Et des gens qui sont même pas des gens, c'est un statut en dessous, on est des esclaves. On est des prisonniers de guerre. On est sous la dictature de la Commandantur. Brandon rajoute qu'il fait un petit peu comme ça, s'il se fait arrêter, même si ça se passe pas souvent, c'est que voilà quoi. Il brosse dans le sens du poil, que son but c'est de se barrer le plus vite possible, c'est pas de se faire doler par les flics et de terminer en gave, pour soi-disant pas vouloir se soumettre. Donc tu joues le jeu, tu fais l'acteur, je suis le qui savait pas, un citoyen qui est un peu con. Donc ouais, au fond du commerce, bon bah tu t'es fait avoir, tu payes et puis basta. C'est ça le commerce de toute manière. Et Clint rajoute, ouais c'est peut-être le plus bas niveau de tu cherches à te battre contre le système et c'est totalement ridicule. Plus c'est des règlements municipaux entre guillemets. Ils sont protect and serve, c'est pas là pour nous, c'est là pour eux, pour le système, protéger et servir le système. Donc ça sert à rien de se battre avec des femmes de ménage pour des petits trucs et des petits montants. Et risquer est beaucoup plus gros. Et non, tu n'as pas le droit de voyager. C'est un privilège que tu dois priver, tu es dans une prison à ciel ouvert. Je comprends pas. Le droit, soi-disant droit de voyager, ça revient au jeu, il n'y avait pas de voiture, autant il n'y avait pas de voiture. Donc c'est des vieilles coutumes qui n'ont plus droit. Ouais, sûr, le concept de droit de voyager, oui, bah oui, ça existe depuis tout temps. Oui, d'accord. Il y a même certains États qui disent que t'as pas besoin d'une licence, d'un permis si t'es un voyageur privé. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire, comprendre ce que ça veut dire privé et comprendre comment ça marche en fait. Ça suffit pas de dire je suis un homme et que tu crois que ça va tout régler d'un seul coup. Mais arrêtez de croire en cette mythologie patriotique, souverainiste. Ça ne marchera pas. Ouais, et puis ce mec, bah, c'est même pas. C'est plus un enfant, c'est un adulte, il a 25 ans. Enfin, il avait. Mais il faut remettre des choses dans le contexte, dans le contexte, parce qu'on croit qu'il est innocent, mais il était connu déjà des services. Ça fait déjà un moment qu'il posait des problèmes dans sa ville. Sa mère était aussi dans le truc du state national. Donc ils ont déjà eu des problèmes avec les tribunaux, ils se sont déjà fait jeter des tribunaux. Ils ont déjà été arrêtés. Ouais, et moi je vous ai démontré dans une vidéo ce qu'on pense du state national qui a inventé Anna von Reitz. C'est un faux juge, autoproclamé. Donc tu veux pas utiliser sa rhétorique à elle qui sert à rien. Ouais, et d'ailleurs ce mec-là et sa mère étaient des suiveurs de David Strait aussi. Ah putain. Ouais, bah tu vois où ça t'amène. Donc après on parlera du bank run, mais on va finir l'audio.
Donc le mec dit vous devez me donner un contrat ou alors je ne suis pas obligé de suivre votre contrat, ce que vous me proposez. Et là le flic lui répète encore, est-ce que tu veux t'identifier ou tu veux aller... Là il le dit pas mais il implique là où ça va faire mal. Donc là je sais pas si le mec lui montre son identité ou pas, le flic lui demande s'il a son permis de conduire. Et là il lui dit non je suis pas sous votre juridiction, il dit vous avez pas le droit de m'arrêter. Là, le flic demande qu'il lui remonte ses papiers. Donc là, je pense que le mec doit lui montrer un faux papier, enfin un faux passeport. Donc là, Brandon reprend l'histoire du passeport de State National, qui est censé être un passeport spécial. Et là, il précise que quand la police scanne ce qui est écrit sur le passeport, ou je sais pas si c'est une carte d'identité qu'ils ont fait eux, que ça dit au service aux policiers, il est interdit d'arrêter ce state national. Et elle rajoute, ça c'est juste des histoires racontées par les gourous comme David Strait et Anna Von Reitz, il n'y a aucune preuve de ça. C'est totalement ridicule de croire ce genre de truc. Ouais, il me semble qu'Anna Von Reitz sur son site vend ce genre de carte d'identité, je sais pas, un truc dans le genre. Donc Brandon rajoute, ce mec il croit vraiment dans ce qu'il dit, en tout cas entre ce que ses gourous disent. Donc là je crois qu'il lui montre le document, il lui dit regardez la première page, il est interdit de m'arrêter. Donc là le flic lui demande de passer le document pour qu'il puisse le lire. Et comme il a les vitres teintées, il lui dit bah, j'arrive pas à le lire là au travers de ton... T'as pas baissé ta vitre. Et là il lui dit non je vous passe pas le document, sinon vous êtes obligé d'accepter les responsabilités et la fiduciarité. Et le flic dit d'ici, passe-moi-le, moi j'accepte tout. Comme ça avec ton document je vais peut-être pouvoir t'identifier. Juridiquement la loi le demande. Donc je pense que là il lui donne et lui dit oui merci beaucoup monsieur Chase Alan. Et là le mec lui dit mais c'est pas moi, c'est juste un morceau de papier plastifié. Donc là le flic lui dit mais attends t'as un passeport frauduleux? Le mec lui dit non et là le flic bah moi c'est ce que j'entends. Hein. Donc là il lui demande de descendre de la voiture. Donc il refuse. Il abandonne, dit regarde comme c'est vite en train de partir en couille. Clint rajoute ouais en plus le policier il reste quand même stoïque et gentil et compréhensible. Il a même l'air d'avoir l'habitude de ce genre de cas. Et Clint dit ouais il aurait pu s'en sortir tellement simplement, il simplement lui donnant ses papiers. Ouais Brandon rajoute ouais l'Utah c'est peut-être l'État aux États-Unis qui utilise le plus cette histoire de state national. Donc là on reprend sur l'audio, le flic lui demande de sortir plusieurs fois, l'autre refuse. Le flic lui dit sinon je vais te casser la vitre et je vais te sortir. Donc là coupe l'audio. Brandon dit ce qui s'est passé c'est que le mec il a ouvert la portière donc ils l'ont sorti. Malheureusement il avait un flingue sur lui. Et apparemment il l'aurait eu dans la main, mais bon. On va savoir, il faudra regarder la vidéo, bon, c'est pas ce qui s'est passé, et puis bah, finalement le cop il a descendu. On sait comment ça se passe au pays du Far West. Finalement il dit simplement quoi, c'est de fait arrêter à un coin de rue, se faire tuer pour ça. Franchement, ça te donne un bon exemple là, de la dictature, non ou pas? Clint précise, ouais, les flics quand ils t'arrêtent comme ça, c'est pour savoir si t'es recherché par la justice, si t'as des convocations, si t'es pas allé, etc., des amendes à payer. Près de ton identité, ils vont vérifier. Ils vont voir si t'es pas en train d'esquiver quelque chose. Donc c'est ce qu'ils font. Après, ils t'emmènent en garde à vue s'il le faut. C'est leur job, leur procédure, leur système. Tout se base sur des technicalités, c'est leur façon de faire de l'argent. Tu as un droit de te faire extorquer. C'est marqué dans le code US, c'est déjà précisé dans plein de vidéos de Clint. Donc là, Brandon dit ouais, c'est tragique ce qui se passe. Moi, je pense que les flics ont quand même mal fait leur truc. Ouais, mais comme Clint le rappelle, ouais, bah oui, en dictature, comme au temps de l'Allemagne nazie, je pense pas que tu avais des mecs qui allaient dire aux nazis vous êtes méchants, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de me tuer. Là, tu réagis pas comme ça en face de tyrans ou dans une dictature, qu'elle soit édulcorée ou pas, et que tu aies affaire à des agents qui ont des titres flatteurs et des déguisements qui les rendent puissants. Et surtout, c'est eux qui ont les flingues, hein, comme je l'ai dit souvent. Celui qui a le flingue fait la loi. Donc celui qui a le flingue fait le contrat aussi. Donc la Clean dit ouais, bah ouais, on te menace avec un flingue, bah ouais, tu vas leur embrasser les pieds. C'est tout ce qu'ils te veulent, et puis après, voilà, c'est terminé. Tu reconnais qu'ils sont tout puissants, et basta. Même si tu le crois pas, tu prétends, tu joues le jeu, tu prends ton rôle d'acteur de citoyen et puis c'est tout, après tu t'en vas. Plutôt que de prétendre cette fausse rédemption souveraine. Donc Brandon rappelle que ouais, Chase et sa mère ont créé des problèmes dans la ville, alors il dit pas quoi. Apparemment il y a une vidéo d'eux qui traîne où ils se font alpaguer dans le tribunal.
Je crois que c'était encore pour un simple problème d'amende routière, avec toujours la même rhétorique, pas sous la juridiction, state nationale. Donc du coup, ça devient la bataille et le bordel au tribunal. Là, j'ai mis une vidéo dans les liens. J'ai mis la vidéo du shooting aussi. Putain, ils lui ont tiré 30 fois dessus quand même, hein. Donc là, Brandon rajoute que ouais, quand il était au tribunal, donc avec sa mère et qu'il se battait, en fait, il y avait déjà un mandat d'amener contre eux, enfin contre le fils, alors que c'est sa mère qui défendait, je sais pas quoi, une amende au tribunal. Donc du coup, ils ont arrêté son fils en plein tribunal, donc elle a pété un plomb. Donc sa mère voulait partir pour suivre son fils, mais le juge lui a dit bah, si vous partez, vous libérez vous abandonnez votre jugement. Donc elle est partie parce que son fils se faisait agresser en disant je suis pas sous votre juridiction, etc., etc. Donc bien sûr le juge a continué à juger et ils ont légiféré sur le cas, hein, condamné. Donc voilà, Brandon dit qu'il y a quand même beaucoup de plus en plus de cas comme ça. Et que ça se passe pas forcément bien. Et c'est tous des croyants suiveurs de David Strait, généralement. Et ils pensent qu'il est leur sauveur, hein. Donc on voit de plus en plus que cette histoire de state nationale, c'est vraiment une arnaque, une tromperie, hein, qui est vendue par ces gourous comme une soi-disant solution, rédemption. On n'a jamais vu qui s'en sont sortis en fait, ou qui ont réussi à faire quelque chose, à avoir une victoire. Au contraire, c'est défaite après défaite. La chaîne Vice a un petit documentaire sur David Strait d'ailleurs. Donc pour Brandon, les preuves sont là et incontestables. Donc ouais, il dit que c'est triste que ce mouvement patriotique, souverainisme, commence à coûter des vies aux gens, de la prison, etc. C'est pas la bonne façon, la bonne technique. Je crois que Clint est un peu blasé du truc. Il dit qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Il dit il faut que les gens ils arrêtent de faire ça. Il dit même les criminels organisés, et que la police même sait qui ils sont, généralement se comportent bien avec la police et essayent de faire ami-ami. Ouais, il faut réfléchir un peu, être intelligent, comprendre la situation et les choses, mais qu'est-ce qu'ils pensent Il y a un intervenant du live là qui dit ouais, il faut aussi comprendre les flics qui sont en plein shoot de pouvoir dans leur uniforme. Donc quoi, t'es face à des mecs qui sont Clint Eastwood, il y en a qui prennent de la coke en plus, hein, c'est connu. Donc quoi, toi tu veux argumenter, te confronter avec ça avec de la testostérone frustrée. Mais là, Clint dit, c'est le même truc avec ses souverains, hein. Ils sont dans leur sentiment tout puissant de pouvoir souverain. Donc t'as deux égos qui viennent s'affronter. Ouais, et surtout, ces gens-là, ils oublient qu'en face, ils ont un permis de tuer. Et pas toi. Donc ouais, avec Clint, Brandon, ils ont déjà parlé des states nationales dans plusieurs vidéos, là, donc je crois qu'il n'y a plus grand chose à dire. Là, la nana demande s'ils ont tué le mec, Brandon dit ouais, ils l'ont tué. Bon, ils ont tiré dessus 30 fois. Donc légèrement excessif, hein, mais bon, c'est américain, hein. Et là, Brandon rajoute, oui, et puis c'est suspect, hein, parce qu'en fait, l'Utah, hein, c'est vraiment un point chaud pour les agents de la CIA. Il dit il y a plusieurs raisons pour ça. Une des raisons, c'est que pas mal de gens, donc je sais pas, au niveau de l'éducation ou je sais pas quoi, ils sont compartimentalisés, donc au niveau du cerveau, je pense. Principalement à cause de leur religion. Je crois que c'est les Mormons, hein, en Utah, c'est la capitale des Mormons. Donc le lavage de cerveau religieux. Donc et je pense qu'il dit que la CIA, il y a des opérations là-bas, c'est beaucoup plus facile pour eux. Ils ont un des plus gros centres de la NSA. Pas loin d'où Chase a été tué d'ailleurs. Et il l'appelle l'inhaleur, donc l'aspirateur, parce que ça aspire tellement de données, du big data. La CIA recrute aussi à l'université de BYU, donc BYU, la Brigham Young University, sponsorisée par l'église mormon, qui est aussi sous le nom l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Donc, et ceux qui font l'université savent qu'ils peuvent facilement se faire recruter par la CIA parce que ils ont cette particularité d'être comportementalisés par leur éducation, donc plus facilement manipulables. Alors il n'y a pas de preuves, mais Clint rajoute que ouais, c'est très connu, hein, il y habite, donc les gens savent. Ils savent même comment ces gens-là vont se comporter. Mais bon, je pensais pas qu'ils pensaient qu'ils avaient un flingue dans ce cas-là, mais ils s'attendaient à avoir des problèmes en effet. Ouais. Donc voilà, on va changer de sujet, parler du bank run.
Je sais pas si Clint, tu veux rajouter des choses. Ouais, bah à moins que tu veuilles terminer comme ce mec-là, hein, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Continue la rhétorique. Mais moi, je pense qu'un peu de respect te sortira de beaucoup plus de situations emmerdantes que d'argumenter. Ça s'appelle la diplomatie. Et prétend, dans ces moments, bah oui, que le système est légitime. Mais quelque part, le système est comme ça, que tu ne l'acceptes pas ou pas. Une fois que tu comprends cela, que tu n'es pas libre, souverain, ou ce que tu veux, que tu ne fais pas partie du peuple français, de the people aux États-Unis, la Constitution n'a rien à voir avec toi. Tous ceux qui sont arrivés sur le territoire US étaient des esclaves ou en indenture ou prisonniers de guerre, traite. L'Australie en est l'exemple parfait, hein, c'est une colonie de prisonniers. Entre parenthèses, Ronnie Stewart le démontre très bien. Mais il y a toute cette mythologie qui s'est construite autour. Et oui, la théorie, ça marche. Hein. Donc les gens pensent qu'ils sont libres, la liberté. Mais à un moment donné, il faut t'arrêter. La théorie n'est pas vraie en pratique. Donc c'est là qu'il faut utiliser les outils qui sont disponibles pour nous, pour naviguer cette matrice qu'ils ont mis en place, et qui est là pour gérer les gens qui sont incapables de s'auto-gouverner, hein, c'est de la tutelle. Nous, ce qu'on essaye de te faire comprendre, c'est que tu as du pouvoir, et de comprendre que tu peux utiliser ce pouvoir pour t'auto-gouverner dans le privé. Si tu ne fais rien justement pour contre ce système, donc il n'y a aucune raison pour que ce système vienne te gouverner toi, car tu peux acter en privé en dehors du domaine public. Mais tu dois comprendre dès le départ ta place dans ce système. Qu'est-ce que c'est ce système? Et que le domaine privé fait partie entière de cette matrice. Tu ne peux pas sortir de la matrice. C'est juste que toi, tu vas interagir différemment avec ce que ça aurait dû être vraiment dès le départ. Une communauté, un État, et pas un État fédéral, avec des juridictions fédérales. Mais tu vas jamais sortir de la juridiction fédérale ou du système légal. Si on te demande ton identité, donne ton identité. Pourquoi ne donnerais pas ton identité? T'en as une. Tu leur donnes les pleins pouvoirs pour te doler. C'est un hameçonnage. C'est comme ça que le commerce marche. Ouais, quand t'es sur les routes, t'as un accord tacite par défaut. T'es sur la route. T'as soit route ou autoroute, t'es sous le domaine c'est le domaine du commerce. Oui, Clint dit oui, bah oui, tu peux le dire comme ça si tu veux vraiment comprendre. Quand t'es à Rome, fais comme les Romains. Comporte-toi comme les Romains. Quand tu utilises les routes, t'es dans le système commercial. Si tu vas dans un autre pays, t'essayes de te comporter dans les règles du pays pour pas te faire remarquer. Bon, nous les Américains, on est peut-être un peu cons, donc on va se faire remarquer. Mais quand tu vas dans un pays, t'essayes pas de dire aux gens, non, vous vous conformez comme moi, je le dis et je le pense et je le fais. Donc quand tu vas dans un endroit public comme une route, tu te conformes à ce genre de règlement, d'utilisation ou de coutume. Tu restes anonyme, furtif, tu restes privé. Tu vas pas agiter les bras et les pieds dans tous les sens en disant oh non, je fais pas partie du système, je suis pas sur la route. Mais quand tu y es, quoi. T'es sur leur route, c'est eux qui ont construit, et toi tu dis que t'y es pas, enfin, on va te prendre pour un fou. C'est eux qui font les règles, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Si tu comprends pas, j'y peux rien pour toi. Alors je sais que cela va à l'encontre de l'esprit du patriote, du souverain, mais c'est la vérité. Moi je suis là juste pour trouver la vérité. Si tu veux pas entendre, bah écoute, on sait ce qui va se passer pour toi. Oui, Brandon reprend, oui, moi ma stratégie c'est vraiment d'être furtif, de ne pas me faire remarquer. Et c'est le but quand t'es privé, les gens ne savent pas, ne te remarquent pas. Brandon dit ouais, moi ma vie privée c'est ma propriété que je respecte. Quand tu commences à te comporter comme cela, bah tu perds toute ton intimité, tout ton privé. Tu deviens public et du coup le state national, bah, c'est une espèce de recyclage. C'est constamment prouvé faux, mais il y a l'air d'avoir de plus en plus de gens qui y croient. Et là, il y a la nana qui demande est-ce que tu peux en dire plus sur le fait que c'est une opération psychologique? Ouais, si on détaille un peu, avec Clint, on l'a déjà fait sur le pourquoi ce serait une psy. On vient de parler de la CIA.
que c'était le fief de la CIA et pourquoi ils veulent que les gens justement rentrent dans ce genre de rhétorique, car cela leur fait gagner plus d'argent, plus de gens dans les tribunaux et les prisons. Ils savent que les gens sont contre le système, haïssent le système. Donc cela leur permet de vous donner différentes options, de vous faire avoir par une pseudo-rébellion, une pseudo-illusion, et c'est une distraction en fait, vous vous faites avoir. Et ça, eux, ils contrôlent, hein, c'est l'opposition contrôlée. Donc le state national, bah, ça les arrange, ça remplit les prisons. Ouais, Clint renvoie directement sur la dialectique hegelienne hein, qui tourne en rond, du trivium. Et donc depuis dedans, tu rajoutes la société de la Terre plate, qui est une opsie aussi. Tous ceux qui font le déni du virus, ça fait partie de la dialectique hegelienne, qui enferme dans une forme de pensée et empêche d'en sortir. C'est l'argument que ce qui est connu et qui existe en fait n'existe pas. Donc même une argumentation contre Dieu. Donc admettons l'hypothèse que Dieu existe, mais bon, moi je vous dis que Dieu existe, dans le sens où c'est l'existence même, la vie même. Donc si tu ne crois pas en Dieu, c'est que tu ne crois pas en l'existence, donc en ta propre existence. Donc ça marche pas quoi. Non, donc en fait, on te trompe, hein, tu t'es fait arnaquer et tromper, et on t'a fait croire qu'un policier en fait n'est pas un policier. Donc en fait, tu dénies ta réalité, ce qui est en face de toi. Et ça c'est une des grosses parties de cette dialectique. Donc c'est aussi... regarde, moi je parle de mon expérience, même les gens qui me connaissent savent que je suis important dans ce mouvement, donc aux États-Unis, je suis connu. Et à chaque fois, et si quelque chose qui se passe comme ça, ils viennent me dire ouais, t'as encore entendu de ce qui s'est passé là-bas, du citoyen souverain. Et moi, je dois leur expliquer à chaque fois. Non, ça veut pas dire ce que ça veut dire. Je suis obligé de leur expliquer. Et ça fait des années que maintenant que j'expose et que je débunk toute la mythologie dans ce soi-disant mouvement de la vérité et mouvement patriote, souverainisme. Donc les gens ont l'idée que même moi, des gens comme toi, qui participent dans ce mouvement, sont des conspirationnistes. Donc ce qui se passe, c'est beaucoup de gens se rebellent de la mauvaise façon, et donc quand tu amènes des histoires comme ça, avec des states nationales qui ont un flingue, et ben en fait ça dessert tout le mouvement. Ça donne la mauvaise image, et c'est ce qui tu passes de la fraude à être un terroriste domestique. Et le système va te catégoriser comme ça. C'est ce qu'ils veulent. Alors que tous ces gens au départ qui cherchent la vérité, ce sont eux qui ont vraiment les capacités à se battre contre le système. Bon, malheureusement, leur patriotisme n'est pas bien placé. Mais du coup, le système retourne cela contre eux. Donc tu deviens les méchants, on devient les méchants, et ça se retourne contre nous. Tout ça à cause de quelques glands qui font n'importe quoi. Qui ont des putains d'ego, ou des mecs qui suivent des gourous qui comprennent rien, qui ont 80 QI. Des mecs comme David Strait ou Anna von Reis sont des agents du système. C'est l'opposition contrôlée. Le système se régale avec, hein. Les gens font des conneries à cause d'eux. Ça nous discrédite totalement. J'ai tellement vu d'agents provocateurs. J'ai exposé et débunké des gens dans plein d'articles et de vidéos. Et certains viennent rejoindre des groupes et foutent la merde, les emmènent dans des mauvaises directions. On a vu ça mais énormément de fois. Donc il faut comprendre, voir à travers cela. Entre parenthèses, ça doit faire au moins 20 ans que Clint fait ça. Arrêtez de vous faire remarquer. Tu ne veux pas te faire reconnaître, tu veux même pas dire que tu es dans le privé. Ouais, si tu peux, quoi, être totalement furtif. Tu ne veux rien prouver, rien déclarer. Quand tu déclares, tu dois prouver. Donc utilise, disons, ce qui est disponible pour nous, paye ta petite amende de merde, car ça va tellement être plus utile pour toi, la finalité, et dans le processus, de ne pas te faire voir, ne pas être reconnu, de te cacher. Sinon, c'est ça, plus tu vas être vu, plus ça va être facile de te cibler, plus ça va être facile de te pêcher. Il y en a qui viennent me remercier pour ça, mais il y en a plein d'autres qui sont allés en prison à cause de ça. Parce que je parle de tout ça, j'ai interviewé des gens sur ça,
Des gens qui sont allés en prison, t'es là pour tu sais pas combien de jours, on te donne pas à bouffer, tu ne donnes pas ton nom, tu t'identifies pas, et soudainement, ouais, ok, ils effacent ta présence, comme si t'étais jamais été là. Oui, Brandon dit parce que tu peux en utiliser les bénéfices. Ou alors, tu décides de leur montrer ta petite carte d'identité tu ne vas jamais sortir à part quand eux te la demandent, car tu es dans le domaine public, mais la plupart du temps, tu vas être dans le privé, donc tu vas pas l'utiliser. Mais dans ce petit moment de la vie, on va me la demander, ouais, je vais la montrer. Et hop, c'est terminé. La bataille spirituelle est bien ailleurs. Pas avec la police municipale, la préfecture et les petites merdes qui ont le permis de tuer. Ils sont sans foi ni loi. C'est ça, ce qui signifie d'avoir un permis de tuer, c'est pour tuer. Tu crois que les flics qui tuent sont condamnés? Et non, ils sont toujours acquittés, protégés par le système. Donc Brandon dit, ouais, c'est toujours la même dialectique hegelienne, la rhétorique qui tourne en rond. Donc oui, on en revient à Chase qui montre son passeport, et donc le flic lit et lui dit, ah bah tu es Chase Allen. Et là du coup, le mec il dit, mais non, je suis pas lui. C'est simplement le papier qui lui donne sa souveraineté, ou le pouvoir d'être souverain. Donc ça rentre exactement dans cette dialectique hegelienne que Clint est en train de parler. Et il y a beaucoup de rhétorique, de niveau de rhétorique à rajouter par-dessus, spécifiquement dans cette opération psychologique. Donc ouais, si vous voulez comprendre pourquoi tout cela est une opsie, bah, je vous recommande de regarder toutes nos autres vidéos où on parle encore de ça, on détaille plein de choses. Tu vois, comme par ce passeport-là, ils se déclarent, ça leur donne une souveraineté. Mais putain, c'est des passeports US. Donc un passeport, c'est seulement pour un citoyen. Et un citoyen US. Et là, et par-dessus ça, ils disent qu'ils sont pas citoyens US. Donc tu vois qu'il y a un problème dans le raisonnement. Ouais, en gros, ils mentent et ils fraudent. Et ils le disent. C'est-à-dire quand ils font la demande de passeport, ils cochent les mauvaises cases et ils mentent sur leur statut. Le statut state national, c'est seulement pour Guam, Porto Rico, ceux qui ne sont pas vraiment des citoyens US. Donc ils font une déclaration frauduleuse au gouvernement. Et il y a une mention de ça sur le site du FBI, des states nationales, qui sont prévenus. Donc tu commets une fraude, tu commets un crime fédéral. Et le flic lui dit, bah t'as un passeport fraudé. Donc oui, Clint redit que le state national, c'est ceux qui ne sont pas citoyens US, c'est pour leur permettre d'avoir un passeport. Donc ils cochent la cage state national, car Puerto Rico, Guam et les autres territoires ne font pas partie des US, entre guillemets. Et maintenant ils ont encore changé ça, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent avoir ce genre de statut, ce genre de passeport. Et bien sûr, c'est établi dans le code US, dans la loi exactement qui peut avoir ce passeport, et c'est marqué qu'il ne faut pas frauder non plus. Moi je peux te dire, c'est pas les vénérateurs d'Anna von Rice. Donc on en arrive finalement cette histoire du bank run. Donc Brandon dit c'est bien plus important. Non, comme je vous ai déjà expliqué, c'est pas la fin du monde, c'est pas un collapse macroéconomique, c'est pas un effondrement, c'est juste on veut vous le faire croire. Tout cela pour faire de la thune. C'est simplement les élites qui utilisent la peur pour faire des gains. J'ai expliqué ça sur ma chaîne Telegram lundi. Il faut se calmer, avoir la tête froide. Fais-toi seulement du souci si tu es impliqué dans les crypto-monnaies ou les banques qui font de la crypto-monnaie. Sinon, t'inquiète pas, et moi, mes clients, ils sont pas dans la crypto, donc il faut pas qu'ils s'inquiètent. Donc tous ceux qui vont me dire qu'il faut que tu retires ton argent de tes comptes en banque, ne comprennent rien à la macroéconomique, ni au système bancaire. Ils répètent seulement des rhétoriques qu'ils entament, c'est la pornographie. Rien de plus que ça, c'est un système Ponzi de crypto qui explose. Donc c'est Ponzi, arnaque Ponzi, qui ont été créés, montés par les milléniums, la génération milléniale, et le wokisme. Donc c'est le wokisme qui en fait la pub. Et derrière, il y a le système et les agents et l'opposition contrôlée qui viennent siphonner cet argent. Donc j'en avais déjà parlé dans ma vidéo macroéconomique il y a 2 mois. Donc tous ces influenceurs qui colportent ces mensonges, cette rhétorique et dialectique hegelienne, c'est eux le bank run, c'est eux qui créent le bank run. Il n'y a pas de bank run, c'est eux qui le créent. Donc toi, si tu participes à toi, tu t'es fait arnaquer par l'opsie. Tu es tombé dans le piège des riches. Donc les gens, même dans ces médias alternatifs,
C'est des économistes de chaises longues. Ils n'y connaissent rien, ils n'ont aucun contact avec Wall Street. Ils n'ont pas de contact dans les hedge funds, comme moi par exemple, qui ai des contacts et qui comprend et sait ce qui se passe. Donc du coup, ces influenceurs sont pétrifiés de peur et pas cette peur. Ils te disent d'investir dans l'argent et l'or. Ouais, Clint rajoute, un vrai économiste aurait déjà un CV. Ils auraient travaillé pour le gouvernement, ils auraient travaillé pour des fonds de pension. Ils seraient assez haut dans l'échelle et ils n'auraient pas été publics au départ. Même d'ailleurs, ils ne sont pas publics. Donc les vraies prévisions économiques qui sont dans le public sont des opérations psychologiques. Ça vient des médias, ça vient du système, ça vient d'Alex Jones ou d'un mec, un influenceur qui connaît rien ou qui connaît mais qui cherche à arnaquer les gens. Donc là, il y a quelques inserts vidéo qui montrent ce genre de mec. Donc Clint dit, ouais, si je veux faire de l'argent en bourse sur des actions, qu'est-ce que je vais faire? J'achète des actions qui sont très très basses. C'est le pump and dump, voir dans les liens. C'est très utilisé en crypto. Donc j'achète des actions pour 2 centimes et derrière je fais une propagande massive sur tous les réseaux en disant achetez, achetez, achetez. L'action est basse et ça va monter. Ça va passer de 2 cents à 2 dollars et vous allez devenir millionnaire. Et en faisant acheter tous ces gens-là, l'action monte de 3 centimes et moi je fais des millions avec. Parce que j'ai acheté toutes ces actions juste avant. C'est comme ça qu'Alex Jones a commencé avec l'entreprise JCN. GCN qui est le réseau qu'utilisait Alex Jones et leur pub c'était donc de vendre de l'or et de l'argent. Donc c'est une société privée qui vend de l'or, qui est propriétaire du réseau GCN. Donc ils ont acheté de l'or quand l'or était bas, dans les années 1990. Et soudainement ils ont poussé à donf l'achat de l'or. On le voit de partout, même en France d'ailleurs. Et donc le prix a monté, donc qu'est-ce que tu crois qu'il s'est passé? Ils ont fait des millions parce que les gens derrière, ils ont acheté de l'or. Et je vais préciser 2 choses très importantes sur cela. Niveau statutaire, donc des codes de loi, le prix de l'or est fixé par le gouvernement US et ne change jamais. Ça, c'est dans les rapports CAFER d'audit du gouvernement. C'est 29 dollars, 29 cents. Là, on voit dans l'insert. Donc, ces prix ne vont jamais changer. C'est le prix de l'or qui est indexé. C'est l'or qui est détenu par le gouvernement US et c'est le collatéral pour le dollar. Donc, ça, c'est le prix statutaire de l'or. C'est la réelle valeur de l'or. Quand tu regardes les prix du marché, c'est ce qui s'appelle le London Fixing. En anglais d'ailleurs, un fixing, c'est aussi truander un match, enfin un truqué. Et sinon, le fixing, c'est un mode de cotation des marchés. Voir dans les liens. Donc le London Fixing, c'est fixe le prix de l'or à Londres et c'est Rothschild qui détient. Donc il y a un bureau du Trésor US là-bas, ou de l'UK en fait, au Royaume-Uni. Donc là, c'est eux qui décident le prix de l'or sur le marché. Donc, tu crois que ces mecs qui ont ce genre de pouvoir vont dire à leurs potes d'investir dans des futures où tu vois pas que ce jeu est truqué, tous ces trucs-là sont truqués. La plupart des actions en fait sont détenues par les gouvernements au travers de fonds mutuels, de fonds de pension. Si tu as investi ou tu cotises dans un fonds de pension, et là Brandon met un insert de ne pas investir dans ces fonds, que c'est mieux de faire un trust. Que du coup c'est plus ton argent dans ces fonds de pension, et ça ne l'a jamais été. Ils peuvent le confisquer quand ils veulent, mais ils en font ce qu'ils veulent d'ailleurs. Ils peuvent le dévaluer quand ils veulent, l'annuler quand ils veulent, d'ailleurs ça a déjà été fait. Donc aux États-Unis, un pensionneur c'est un retraité, donc les pensions c'est les retraites, donc les fonds de pension, fonds de retraite. Donc un retraité est un traître de son propre pays, c'est une notion romaine d'armée, ils ont battu en retraite en fait. Donc c'est un déshonneur. Donc c'est la même chose qu'un soldat qui était il faisait partie d'une milice, donc milice militaire, un mercenaire signifiant commerce. Donc avant, le soldat, cette milice se battait pour sa communauté, ces gens. Donc leur état à eux contre tout fédéralisme ou féodalisme, contre tout gouvernement central, contre les rois et leur armée. Mais maintenant, les soldats travaillent pour le roi. C'est des mercenaires, ils sont payés et on leur donne un permis de tuer. Il n'y a aucune différence entre un soldat et un retraité, un pensionnaire. Pensionnaire est quelqu'un qui travaille pour la corporation. Avant, la corporation était cette nation spirituelle, cet état spirituel, le peuple spirituel. Maintenant, c'est une corporation, un état-nation, un état entre guillemets, un état municipal, voire municeps romain. Et donc tu travailles pour eux. Toi, tu ne sais pas qu'en tant que pensionnaire retraité, que ce n'est pas ton argent, enfin plus ton argent. Tout est un don, pour ça qu'on dit les donner.
En fait, tu contribues, donc tu es un contribuable. Ton argent a contribué au fonds de pension. C'est comme acheter un ticket de bus et tu crois que ton bus va arriver à destination alors qu'entre-temps, il va faire banqueroute. Hein, la route de la banque Yellow Brick Road. Tu dois comprendre que tu as donné ton argent, tu n'as aucun droit sur cet argent. Comme tu as donné ton travail, ils peuvent fermer ça quand ils veulent. Ils peuvent clôturer quand ils veulent, comme pour n'importe quel compte en banque. Et quelqu'un comme ma mère, hein, qui s'est fait arnaquer aussi par les fonds de pension, ça fait longtemps qu'elle nous cotise pour une assurance retraite, une CalPER, une gestion de fonds de retraite institutionnel gouvernemental de Californie. Et elle a reçu plein de lettres leur disant vous devez donner votre accord pour recevoir moins de bénéfices et cotiser plus. Donc à la fin de la fin, ces cotisations de long terme se réduisent et en plus elle paye plus pour cela. Parce que s'il n'est pas d'accord, ils vont clôturer son compte. Tu n'as aucune équité par rapport au système, tu n'as aucune équité par rapport à tes retraites. Et tu crois qu'il fait quoi Macron en ce moment-là? Si tu es intelligent, tu retires tout et paye tes pénalités et mets tout dans un trust. Car sinon, tu vas jamais y toucher, ou alors pas beaucoup en tout cas. Une fois que l'État aura banquerouté ses fonds de pension, je suis désolé, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Hein. Il se passe rien. Bon, l'État n'est pas banqueroute, hein. C'est le système autour, hein, la corporation. Hein. Donc tu dois aussi comprendre que les banques sont juste une coopération. Ils ont des stocks et des actions et ceux-ci sont détenus par les gouvernements. Qu'est-ce que le stock exchange ou la bourse? Ce qu'on appelle Wall Street ou les marchés boursiers, les marchés. En gros, c'est 4 corporations, 4 sociétés privées. Le groupe CIMA, non CME Group, c'est le marché boursier de Chicago. Et Brandon dit qu'il se spécialise dans les derivatives. Donc c'est une corporation, société privée. Donc si tu regardes les investissements, c'est ce groupe-là qui détient, qui sont propriétaires. Et derrière, c'est des institutions gouvernementales. Il y a aussi Deutsche Porsche ou NYSE, Euronext, et New York Stock Exchange, je pense. Donc tu as Francfort et New York City, des places boursières. Voir dans les liens. Tu as aussi le London International Financial Future. Donc on les appelle marchés, mais on ne sait pas ce que c'est. Tu as aussi le Hong Kong Exchange, Hong Kong Future, Hong Kong Securities, qui sont des sociétés de compensation. Brandon dit que du coup c'est anglais et français, les Hong Kong, mais ils sont basés à la City de Londres. Ouais, la dernière c'est BM&F, Bovespa, basé au Brésil. Donc voilà, il y a des marchés, places boursières un peu partout. C'est elle qui régule les marchés financiers et c'est ces entreprises qui détiennent les actions sur ces places boursières. C'est des sociétés privées et tout ça est détenu principalement par les gouvernements. C'est eux qui élisent le board des directeurs, c'est les board of directeurs qui font la gouvernance corporative, donc qui est faite par ceux qui détiennent les stocks, les actions. Donc le gouvernement vote ces places, ces directeurs. Donc, ces directeurs sont embauchés par les propriétaires des actions, donc qui sont les gouvernements, partout dans le monde. C'est ça le globalisme. Le globalisme, c'est possible à cause des fonds de pension. Tous ceux qui sont des retraités ou qui financent des fonds de retraite participent au mondialisme. Donc, le globalisme, c'est eux qui financent tout cela. Donc, que ce soit en Chine, toutes les corporations, les entreprises en Chine ou en Russie, se sont construites sur les fonds de pension. Donc au travers des fonds de pension, fonds de retraite, a permis à ces gouvernements de devenir propriétaires de toutes ces sociétés privées dans le monde. Ils les détiennent toutes. Et ça m'a fait chier quand j'ai découvert ça. Que les sénateurs, les congressmen, donc les parlementaires américains et tous ces politiciens, tu vois, c'est nous ce qu'on essaye d'enseigner aux gens pour faire du bien et pour nous, mais ces gens-là l'utilisent pour le pire, pour faire le mal. Donc au départ c'est qu'un outil. Donc voilà, ces politiciens et autres ouvrent des sociétés factices au Zimbabwe par exemple. Les taux de change sont super bien là-bas. Donc voilà, ils investissent là-bas, dans cette société factice. J'achète $1 million d'actions. Et ici, aux États-Unis, je me démerde pour court-circuiter le marché, en sachant comment le marché va évoluer, descendre ou monter. Donc ici, aux États-Unis, j'utilise l'argent public. Pas mon argent, l'argent public.
pour investir sur les places boursières dans les actions. Sachant que cet argent public va disparaître. Et où va-t-elle disparaître? Elle va dans mon entreprise factice, car ici je sais que ça va court-circuiter, que ça va descendre ou monter, à mon avantage toujours. Et donc je fais le pari sur des futures, en sachant ce qui va se passer, car je te dis, ils savent exactement ce qui va se passer, où le marché va aller. Et cette corporation factice, soudainement, amène $1 million. Et personne n'a jamais entendu parler de cette société, car elle se trouve offshore, au Zimbabwe. Qu'est-ce que je fais? Je prends cet argent, je ferme ma société factice, mon nom n'apparaît jamais dedans, et je vais acheter et investir dans le foncier à l'étranger ou ailleurs. Et je ne ramène surtout pas l'argent aux États-Unis. Tu verrais tous ces sénateurs US, parlementaires, ils ont des condos partout dans le monde. C'est incroyable si tu savais. Ils ont des investissements, de l'immobilier partout, et ça c'est totalement normal pour eux, si tu comprends comment leur jeu marche. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que si tu investis sur les places boursières, tu as intérêt d'avoir quelqu'un comme moi qui connaît les choses, qui peut faire des études quantitatives et étudier l'état financier et la santé de ces sociétés privées avant d'investir. Ah ouais, c'est sûr, si tu vas jouer au jeu, tu as intérêt de trouver un bon joueur. Je te dis pas de jouer à ce jeu-là, mais ça veut dire que tu as intérêt de le comprendre, pour que tu puisses le jouer correctement. Donc là encore, Brandon dit qu'il en parle dans sa vidéo de macroéconomique. Donc aux US, en tout cas, tu peux retirer de l'argent de ta cotisation de retraite, de fonds de pension. Je crois que dans les pays anglo-saxons, c'est comme ça. Même si sur certains, tu peux pas retirer tant que tu n'es pas à la retraite, ça dépend des pays. Donc en fait, il dit, oui, tu n'en as pas besoin, en fait, tu surpayes dans ces fonds. Et il dit, même si tu te prends des pénalités, tu vas te retrouver dans une meilleure situation, simplement en ayant un compte trust. Tu vas en retirer les mêmes bénéfices, voire même plus, même au niveau taxes. Ouais, là au moins tu pourras contrôler, tu auras la tranquillité d'esprit. Donc la façon de structurer ce genre de trust pour un compte vers des actions, on va aller vers des marchés avec des risques limités. Donc si ces marchés chutent, ton offset va limiter les dégâts et tu vas quand même monétiser sur ça. Donc tu as ton fonds d'investissement qui est là, au cas où des problèmes arrivent comme le Black Swan en Ukraine ou l'histoire du Corona ou d'autres bank runs ou menaces de faillite bancaire. Ouais, ça en fait tu parles de réassurance, voir dans les liens, espèce d'assurance secondaire au niveau du risque. Oui, c'est les polices d'assurance qu'on utilise sur les fonds d'investissement. Ouais, là aussi encore c'est des techniques cachées, c'est là qu'ils font leur argent, car ils mettent des polices d'assurance dessus, car s'ils payent sur une assurance et que l'assurance ne paye jamais, mais c'est pour ça que tu prends une autre police d'assurance contre la police d'assurance qui ne payera pas, et ça s'appelle la réassurance. Donc parce que ta police d'assurance n'a jamais payé, ils estiment, en fait, font le pari qu'elle ne va pas payer, et ils se font quand même payer de l'autre côté. Et je veux dire, c'est tellement truqué leur truc. Donc, tout ce que tu fais en fait, putain, ça m'arrache la tronche de le dire, c'est que tu es à Rome là. Hein. Si tu veux avoir du succès sur les marchés boursiers, tu dois faire comme ça, exactement ce que les fonds de pension font. Tu dois faire comme les criminels. À partir du moment où en fait c'est pas illégal, tu serais fou d'aller sur ces marchés ou de faire des investissements sans faire comme eux, sans savoir, et faire des paris comme ça au pifomètre sur les marchés boursiers. Car tout ce que c'est des paris. Donc en fait, toi, tu offres, et c'est pour ça qu'aux premiers abords, les gens devraient acheter de l'or et de l'argent. C'est un hedge, un investissement, c'est une assurance en fait contre la dévaluation du dollar, c'est tout. Parce que c'est la seule utilité, c'est pas ça qui va te rendre riche. Ouais, moi je te dis que même ça c'est un mythe. C'est même pas une assurance contre le dollar. Ça ne couvre pas les risques. Quand tu regardes vraiment, moi j'en ai parlé dans mes vidéos, spécifiquement l'argent est un des pires investissements que tu puisses faire. Enfin, en tout cas sur retour d'investissement. Hein. Donc quand tu es sur un fonds de pension ou un 401k aux États-Unis, donc c'est un système d'épargne retraite par capitalisation aux US, voir dans les liens. Ouais, quand tu cotises pour un fonds de pension, un fonds de retraite, en fait tu payes leur assurance à eux. Donc moi je démontre qu'on n'a pas besoin d'eux, on a tous les outils pour nous-mêmes et donc je montre aux gens comment l'utiliser.
Donc on en revient au bank run, tu vois l'élite, ils ont déjà raccourci les actions dans le secteur bancaire, bien avant qu'il y ait toutes ces news et cette propagande de problèmes de crypto-monnaie, que ce soit Silvergate, la banque de Silicon Valley, même Crédit Suisse. Ils avaient déjà court-circuité les marchés, les actions, en achetant des options et des index futures. Ouais, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils parient que le marché, dans une semaine, va perdre 100 points. Et si cela se passe, alors mes put options ou mes index futurs vont me rapporter. Et si ça paye pas, le marché est très volatile, donc je vais tout perdre. Ouais, ça c'est seulement pour les futures. Voir dans les liens, les put options, c'est les options de vente. Pour les options de vente, c'est plutôt limité pour les désavantages. Mais par contre, des fois, il y a des avantages illimités. Mais pour les futures, c'est plutôt des problèmes illimités. Mais il y a quand même moyen d'assurer les risques. Mais bon, là, c'est un autre sujet. Ouais, mais pas du tout si tu fais partie du game, si tu fais partie du club. Là, je peux prendre tous les risques que je veux si je sais ce que le marché va faire. Oui, tout à fait. Bah, nous, on peut faire pareil d'ailleurs. Moi, c'est ce que je fais avec mes portfolios dans la gestion de risque. Donc, ils ont court-circuité le circuit bancaire en achetant ces contrats, ces options de contrat. Donc ici, la Bank of America. Donc les gens participent à cette banqueroute artificielle. Cela permet aux élites de gagner encore plus et de gagner des liquidités sur leurs contrats dérivatifs. Donc c'est simplement les grosses banques qui virent la compétition, qui dégagent la crypto-monnaie, les fonds de ménage et même du secteur bancaire tout court. Pas mal de petites banques ont dû liquider leurs actifs, mais les grosses banques comme Bank of America, Chase, Manhattan, Goldman Sachs, c'est eux qui rachètent leurs actifs. Et simplement un transfert de fonds entre banques. On voit ça régulièrement. Donc les banques régionales, un peu plus petites, ont pris des clients en crypto-monnaie. Et quand je dis ça, c'est pas des petites banques de quartier non plus, des gens classiques. Mais ces banques étaient assez globales pour croire que ces crypto-monnaies étaient le futur de l'argent, comme pour la Ponzi de FTX. Même Goldman Sachs, un des plus gros clients, on va dire, du système bancaire, avait 350 millions de dollars placés dans cette banqueroute de SVB, donc là, le collapse de la Silicon Valley Bank. Moi, j'ai des contacts internes qui m'en avaient parlé. Donc, quand on parle de la situation économique, des plans de crypto-monnaie, on va exposer des trucs, je vous en avais parlé il y a quelques mois d'ailleurs. Mais gardons à l'esprit, on va dire que dans le pire des scénarios, ta banque est impliquée dans ces crypto-monnaies à très grand risque. Mais là, c'est le pire des cas, en fait, ça se passe pas comme ça. Mais on va juste prendre ça comme exemple. Donc les obligations bancaires au niveau du capital sont basées bien sûr sur le risque. Ils ont une obligation de garder au-dessus de 4% au niveau de leur capital. Donc en d'autres termes, seuls les actionnaires de la banque peuvent être affectés par les défauts de repaiement de crédit. Et donc c'est pas vous les dépositaires. Donc différents actifs ont différents risques et conséquences. Et ça c'est pour protéger les dépositaires classiques, ceux qui utilisent les banques pour mettre leur argent. Clean Deal et FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, les agences gouvernementales qui sont chargées de garantir les dépôts bancaires aux États-Unis jusqu'à 250 000 $. Donc les actifs qui sont assurés par les législations, comme les bons, et qui doivent respecter les 4% du capital. Donc même une banque qui fait beaucoup de prêts bancaires ont une obligation de capital de 8%, mais pour la crypto c'est 100%. Donc ça signifie que la banque doit avoir 100% du capital, enfin 100 $ du capital pour 100 $ de crypto, donc dans ces registres en tout cas. Donc la Silicon Valley Bank et Silvergate, qui est une banque californienne aussi. Donc pour répondre à leurs obligations, ils ont dû vendre des actifs. Donc le boom crypto a seulement été possible par le taux d'intérêt très bas, qui était là pour stimuler le quantitative easing jusqu'en 2020. Donc ces projets crypto-monnaies sont très exposés à cause de ça, avec les taux d'intérêt qui montent. Donc les bons et les actifs en collatéral pour assurer les dettes sont bien sûr indexés sur un taux d'intérêt. Donc on voit sur le graphe les valeurs qui ont craché
Donc tout a perdu de la valeur, même les actifs qui sont collatérales ont perdu aussi. Donc quand tu prends donc, tous ces millénials wokistes et la crypto-monnaie, au départ il n'y avait pratiquement pas de risque, voire même aucun, mais du coup comme c'était un système de Ponzi, ben, ils se seraient aperçus de tout cela. La Fed US, Federal Reserve, ont prévenu bien à l'avance d'ailleurs au niveau des gestions du risque, mais les gens n'y ont pas cru. C'est ça qui est incroyable. Ouais, un truc qu'il faut mentionner, c'est quand les médias et les news martèlent constamment qu'un certain groupe de banques, ou alors une des plus grosses banques, va mettre la clé sous la porte, entre guillemets, et même si elle fait banqueroute, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est comme créer une entreprise factice, et comme s'ils mettaient toutes les mauvaises dettes, entre guillemets, dedans, et ils laissent cette entreprise factice se cracher. Donc ils en sortent comme ça. On va prendre l'exemple de Bayer, par exemple, qui rachète Monsanto. C'est l'exemple parfait. Tout le monde, d'ailleurs, voulait se débarrasser de Monsanto. Donc ils ont joué cela super bien. Tout était planifié, bien sûr. Donc ils ont craché Monsanto avec des dettes, etc. Et donc toutes les horreurs que Monsanto a fait, soudainement, ont disparu. Et ils ont réussi à garder tous les avantages, à s'en sortir et puis enterrer tout ce qu'il y avait de mauvais par rapport à ça, que ce soit les dettes ou la mauvaise publicité. Donc qu'est-ce que tu crois qu'ils font quand ils ferment une banque? C'est pareil. C'est pré-planifié comme pour les Lehman Brothers. C'était fait pour fermer. C'était le seul but, de fermer et faire de l'argent de l'autre côté, se débarrasser de tout ce qui est des dettes, etc. C'est le coup de baguette magique, pareil, un système Ponzi. Donc tant que nous ne réalisons pas cela et que ces sans-arrêt font comme ça, une création d'une société factice dans laquelle ils foutent toute leur merde et ils la ferment. Donc t'as ces corporations factices souvent qui ont du pouvoir, puis pouf, tout d'un coup, tiens, bizarrement, elles ferment. Mais c'est ça leur outil pour créer la richesse pour eux-mêmes et faire de la thune. Là encore, la monnaie doit être liquidée par l'inflation artificielle. Donc, bien sûr, une fois que c'est là, cette monnaie existe. Et bien sûr, ils peuvent distribuer cet argent. Forcément, si ça part vers le bas, il y a un problème. Mais si c'est toi qui contrôles, tu faut forcément que cet argent elle tombe dans tes poches. C'est ce qui se passe. C'est aussi simple que ça et c'est leur outil. Donc même s'il y a 10 banques qui ferment et mettent la clé sous la porte, pour eux, c'est une petite écharde dans le doigt. Car eux ne vont pas lâcher leur système de Ponzi, un système qui s'auto-perpétue par lui-même. Et ils vont pas laisser disparaître ou ne pas se servir de leur instrument principal. Parce que eux, ils en sont après les trillions, les quadrillions. Il y a quoi après les quadrillions? Brandon, c'est quintillions. Et il y a quoi après les quintillions? Ouais, j'en sais rien, quoi. On se rapproche du chiffre Google au niveau de l'argent que eux détiennent. Donc voilà, ces projets FTX, SVB, Silvergate. Et ces projets ont été designés pour blanchir de l'argent et pour sortir de l'argent du système, donc de l'argent public. Et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas de département de gestion de risque pour se couvrir, même au niveau des taux d'intérêt. Moi, je fais de la gestion de risque, donc si tu as un portfolio, dans mes portfolios d'investissement, moi je couvre les risques. C'est pratiquement obligatoire, moi dans mon système, je fais comme ça. Donc j'ai dû pas mal parler à mes clients sur cette panique du bank run. Donc j'ai dû leur expliquer ce qu'on est en train de vous expliquer maintenant pour relativiser et pour expliquer que c'est l'instrument du système, ça marche comme ça. 98% des banques opèrent toujours leur business classique. Ils prennent les dépôts des gens, des taux normaux, même s'il y a des problèmes sur les marchés boursiers, les dérivatifs, etc. Avec les futurs, les options de vente. Ça, c'est juste les élites qui jouent avec les cobayes qu'ils ont au bout de l'hameçon. Donc voilà, et c'est pas une crise financière.
Donc si tu stresses, bah respire. Donc tu vois, si t'as moins de 250 000 $ sur un compte, c'est couvert. Donc moi je me ferai pas de soucis. Si par contre, oui, en effet, tu as plus de 250 000 $ sur ton compte, donc là, oui, moi je ferai jamais ça d'ailleurs. Là en effet, tu peux te faire du souci. Oui, on vient d'en parler, c'est la limite du FDIC, c'est garanti donc par l'agence du gouvernement. Oui, mais merci de clarifier, Clint. Donc voilà, c'est le système bancaire marche normalement. Après, l'autre côté, c'est la Ponzi des crypto-monnaies. Finalement, qui sont révélées pour ce qu'elles sont vraiment. Du casino. Ouais, exactement. Et moi, je vous rappelle d'ailleurs que c'est leur argent, hein. C'est eux qui sont le jeu de Monopoly et tout ce qu'il y a dedans. À la fin de la partie, tous les billets retournent dans la boîte. Que tu fasses quoi que ce soit, ben, ils peuvent te le prendre. Bien sûr, si tu joues avec la pièce de l'US Person. C'est là qu'est leur assurance, la garantie. Donc je vais vous dire un truc. Ça fait un moment que je réfléchis sur ça. Là, on parle, ou ce que Brandon est en train d'expliquer, on parle du secteur public. Toutes ces actions, la bourse, tous ces investissements. Donc pour être clair, ce que Brandon explique, c'est sur le jeu de Monopoly, c'est utiliser tes propres pièces. Donc sans être en lien ou en responsabilité, comme le citoyen ou l'US Person l'est. Donc ta pièce que tu vas utiliser, ça va être une LLC, donc une SARL, un trust. Ça dépend de ta situation. Tout cela, en effet, ça va te permettre d'acter à l'intérieur de la matrice. La question, c'est comment tu fais. Enfin, je vais essayer d'être clair. C'est comment tu vis ta vie dans une communauté que tu as créée toi-même depuis le départ. Donc là, Clean parle d'une PMA. Donc imagine ta communauté est autosuffisante, où tu n'as même plus besoin de quitter tes terres. Tu as tes céréales, tes poules, tes œufs, tout ce qu'il faut pour manger. Tu as créé ta petite communauté en privé. Moi, c'est mon but, créer ma petite vie, mon petit monastère, entre guillemets. Moi, c'est ce que je veux et je vous parle pas de communautarisme. Moi, je pense d'un vrai truc. Donc comment tu utilises de fait cette richesse artificielle, car tout est fiction, hein, faut pas l'oublier, tout est fiction dans le jeu du Monopoly, la matrice. Donc comment tu transfères cette richesse fictive dans le réel, ici dans le privé. Donc beaucoup de gens, des villes, des communautés ont créé leur propre monnaie. Donc pour certains, cela va contre la loi. Il y en a même qui ont imprimé leurs propres pièces en argent, en dollars, en mettant le drapeau américain dessus, ce qui est totalement interdit. Donc moi, je suis ici pour vous rappeler que l'argent, la monnaie, enfin les fondations de la monnaie, enfin qu'elle n'existe pas. La monnaie est ce que tu dis, ce qu'elle doit être ou ce qu'elle est. L'argent a la valeur à laquelle tu lui donnes dans ton domaine privé particulier. Donc ça veut pas dire parce que ça va te coûter 10 $ pour acheter une boîte d'œufs dans le domaine public là-bas, que ça veut dire que les mêmes 10 $ dans ton domaine privé vont n'acheter qu'un carton d'œufs. Dans ton monde que tu as créé, tu fixes ce que tu veux, c'est de la fiction. Donc et si je te disais que le dollar est legal tender, donc à cours légal, et c'est marqué sur les billets, dans le public et dans le privé. C'est marqué pour toute dette publique et privée. Donc si dans le domaine privé on se mettait tous d'accord pour réévaluer le dollar à notre avantage pour nous tous. On l'utilise maintenant dans le privé simplement pour des échanges purs. On ne fait pas d'usure et on ne fait pas de grosserie, donc d'épicerie, qui signifie commerce en gros.
Mais grosse en anglais étant aussi horrible, donc des choses horribles. Et grosserie donnant en français grosse, qui est aussi une copie exécutoire du greffe et aussi une facture. Ouais, tous ces termes sont liés. Donc grosserie en anglais était aussi un crime. Et commettre quelque chose de gross, c'est-à-dire qu'au niveau de l'épicerie ou comme dans les marchés, les revendeurs te doublent ou triplent les prix, quoi. C'est ça, commerce en gros et de détail. Tout le monde fait cela parce que la valeur du dollar est uniquement liée à la foi, à la croyance. Je peux même te lire l'opinion de la Fed US sur le mécanisme de la monnaie. Eux-mêmes disent que le dollar a de la valeur seulement parce que les gens en font confiance. Ils croient au dollar. In God we trust, sur le billet américain, en Dieu nous croyons. Donc moi ce que je suis en train de te dire, c'est dans ta petite communauté privée, tu fais ce que tu veux avec ça. C'est toi qui décides, mais à partir du moment où tu respectes un code moral, où tu ne cherches pas à faire du gain, à arnaquer les autres, à faire du commerce, mais que tu utilises simplement l'argent, entre guillemets, comme un moyen d'échange. Comme la Bible dit, aucun homme ne devrait s'enrichir si tous les hommes ne s'enrichissent pas. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, tu perfectionnes ton système chez toi, comparé de l'autre côté où c'est imparfait. Enfin, parfait pour toi, pas pour eux, bien sûr. Donc, imagine la différence que ça va faire parce que tu évalues l'argent d'une façon différente et pas dans un but d'enrichissement personnel. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, ça, j'en ai parlé dans un autre live ou une autre vidéo. T'as même pas besoin d'un magasin, d'une épicerie, même si tu vis en banlieue. En fait, je peux même te démontrer comment tu pourrais faire. Comme Clit l'explique, il n'y aurait même pas besoin d'avoir besoin d'acheter en fait, d'acheter cette nourriture, mais simplement un système d'échange. Oui, en plus, on n'a même pas besoin d'habiter en groupe. Hein. On peut l'expliquer de cette façon aussi, c'est pas une obligation. Mais on peut quand même créer ce système. Oui, je pense qu'on en parlera à un moment donné avec Clint. Mais là, on va ouvrir les questions au chat. Donc, il y en a un qui précise dans le chat, en effet, tu ne contribues en rien au mouvement de la liberté ou du souverainisme si tu es en prison. On a besoin de tous les amoureux de la liberté. Il y en a un qui pose la question, quelle est la différence entre une obligation de capital pour une banque et une obligation de réserve? Donc une obligation de réserve de capital, donc c'est l'argent qui est dans la société, donc dans le guichet de la banque par exemple. Cet argent n'ira jamais aux investisseurs, ça reste toujours dans les caisses de la banque. C'est les liquidités, donc les investisseurs ne peuvent pas collecter. Ils mettent dans leurs dividendes, leurs bénéfices, toujours que ça soit dans les comptes équilibrés, dans les bilans de comptabilité. Donc ça, c'est la réserve de capital. Et le capital réservé, c'est autre chose. C'est quand l'entreprise met de l'argent de côté pour les cas d'urgence, un fonds d'urgence. Donc voilà les différences. Question suivante, est-ce que Bitcoin fait partie de l'arnaque? Oui, bien sûr. C'est une Ponzi. Pour réaliser cela, j'en parle dans une de mes vidéos précédentes, celle dont je vous ai déjà mentionné sur la macroéconomique. Réfléchis, qu'est-ce qu'il faut pour créer une crypto-monnaie sur la blockchain? Il faut simplement des super ordinateurs qui minent, donc qui minent cette monnaie fictive. Et à qui appartiennent ces super ordinateurs? Ils appartiennent au gouvernement, et plus précisément aux agences d'intelligence. Donc c'est eux qui ont les plus gros super ordinateurs. Donc la crypto-monnaie fait partie des munitions de l'armée depuis longtemps, depuis au moins les années 80. Donc rien de nouveau sous le soleil, ça a toujours fait partie de leur plan. Et Clint rajoute, c'est quoi la blockchain? C'est la technologie la plus traçable possible qu'il y ait. Il n'y a rien d'anonyme. Clint dit, c'est parce que c'est le cerveau de l'intelligence artificielle. Littéralement, c'est une synapse de l'intelligence artificielle. C'est une synapse, un bloc qui est connecté à un autre bloc, enchaîné, attaché à un autre bloc. Donc tout cela forme une chaîne, tout est interconnecté.
Être anonyme demande d'avoir du cash, ou au pire une forme sous la forme de l'or ou de l'argent, qui peut être du cash. Là, tu seras sous une forme anonyme d'échange, c'est pour ça qu'ils veulent s'en débarrasser. Enfin, pour nous, hein, pas pour eux. Eux, ils dealent en billets de 500 et 200 euros. Donc, tu peux pas être anonyme et avoir du bitcoin. Tu peux pas être anonyme et utiliser les Fed coins. Ils te couperont le robinet, ça fait partie de leur plan. Ah, je l'ai écrit et démontré dans mon bouquin. Ah, je suis tellement frustré. En gros, ouais, ils implémentent vraiment la marque de la bête. Et c'est exactement comme c'est l'avertissement de la Bible. C'est un truc diabolique. C'est basé sur rien, complètement sauvage. Ah, c'est complètement fou. Je sais même plus quoi dire. Ouais, moi, j'ai des clients qui m'ont appelé, ils ont eu peur avec cette histoire des Fed coins. Non, mais ça va pas être maintenant, hein, je vous rassure. Cependant, si vous êtes en Europe, moi, avec les conversations que j'ai eues, ça va bientôt arriver en Europe. Pour les États-Unis, ouais, ceux qui ont vraiment le top de l'argent, là, ils vont pas laisser faire ça. Surtout aux États-Unis, quand ils ont besoin du cash. Ah, on en discutera, Clean, dans une autre vidéo, mais le cash ne va pas disparaître comme ça. C'est ce qui fait tourner le crime et la criminalité dans le monde. Entre guillemets, on le voit avec les billets de 200 et 500 euros qui sont réservés, qui leur sont réservés. C'est surtout pour le marché noir. Donc voilà, tout ça ne va nulle part, Brandon dit, donc vous inquiétez pas. Et ça fait longtemps que je dis aux gens, ne détenez pas d'or, ni d'argent, mais du cash. Entre guillemets, c'est vrai que Saddam Hussein, hein, il avait des dollars dans sa cache. Donc Clint dit bien que les ans parfaits pour lui, c'est quand il était le 9 septembre à New York, il en était témoin. Il n'y avait plus d'internet, plus d'électricité, il allait dans un magasin, bah, il fallait du cash, hein, pas de l'or et de l'argent. Hein. Ouais, en plus, les gens ne savent pas si c'est vrai ou pas, il n'y a pas moyen de tester si c'est du vrai argent, de vrai or. L'or, par exemple, peut être remplacé par le tungstène, puis coloré. Donc personne ne connaît la valeur de l'or et l'argent d'ailleurs, par contre tout le monde connaît la valeur du dollar. Il y a même des signes qui disent qu'ils prennent que le cash. Même certains, ils sont même obligés par le gouvernement de prendre du cash. Ouais, t'as pas un magasin qui va prendre tes pièces d'argent ou tes pièces d'or. Bref, donc Brandon apparemment parle dans sa vidéo de macroéconomics, donc je sais pas, moi je vais voir. Donc ouais, en effet, il y a quelques années, Brandon a réalisé que l'argent ou les investissements qu'il faisait dans l'or et l'argent, ceux qui n'en rapportaient rien en fait, qui pouvaient l'investir ailleurs et avoir un retour meilleur sur investissement. Donc il dit que c'est une pauvre façon d'utiliser votre capital. Il y a ce qu'on appelle des coûts d'opportunité, opportunity cost en anglais. Donc voir dans les liens, c'est le coût d'une chose estimée en termes d'opportunité non réalisée. Ouais, c'est comme rembourser son crédit immobilier, Brandon dit. C'est pas avantageux. Donc là, Clint retourne sur, ouais, imagine que tu as 100 dollars et que tu es désespéré. Et il n'y a pas de magasin, hein, les magasins ont fermé pendant le 9 septembre aussi. Il n'y avait rien qui arrivait dans New York. Donc si tu avais vu des gens vendre des trucs, tu en as un par exemple qui vendait une pièce en or, ou qu'il y avait quelqu'un à côté qui vendait du papier cul, et que ça fait 5 jours que t'en as plus, lequel que tu crois que tu vas acheter? Tu crois que tu vas acheter la pièce d'or, tu vas la planter, tu vas la manger? Tu vas te torcher le cul avec? Bah non. Quelle est l'utilité? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui a de la valeur là? Comme commodité, comme denrée, comme marchandise. Ça va pas être de l'or. L'or n'a de valeur que ce que Rothschild lui donne. Ou alors la valeur que ça va faire pour pouvoir l'utiliser pour construire un ordinateur ou autre. Ouais, la bijouterie si tu veux quoi. Ouais, j'ai utilisé de l'argent, surtout pour bloquer les fréquences électromagnétiques. C'est très utile pour ça. Le fil d'argent.
Mais ne voyez pas ça comme un investissement. Spécifiquement l'argent, quoi. C'est vraiment de l'argent mort. Là, je vous parle sur 40 ans, 50 ans, 60 ans, hein. Pas sur 3 jours. Ça varie entre 14 et 24 dollars. Donc c'est de l'argent qui dort. Ouais, dead money, de l'argent morte. Ouais, moi je pense que même le corps, les cours de l'or vont retomber sur ce que vaut l'argent. Car l'or ne devrait pas être bien différent de l'argent en fait, hein. Au niveau de la valeur, on parle de prix de marché là. On ne parle pas de vrai prix. Comme je vous l'ai dit, les prix de l'or sont fixés par la Fed, 29,29 $. Ouais, et puis ils peuvent l'interdire ou le réquisitionner comme ils l'ont déjà fait dans les années 30. Ouais, les aficionados de l'or m'énervent. Ils comprennent rien à l'économie, même s'ils pensent qu'ils savent parce qu'ils suivent des mecs comme Jim Rickards, qui est un agent de la CIA en plus. Ouais, ou Clint D, Ron Paul, espèce d'arnaqueur. Oui, Ron Paul, la corporation Ron Paul. Ouais, là, les crypto-nerds, c'est passé comme une religion. Ouais, ils sont partout dans la culture, hein. T'en as qui sont dans le mouvement La Vérité, le Truth Movement, qui croient en ça. Il y en a d'autres totalement à l'opposé, séculaires. T'as les gens normaux qui adorent ça aussi. Donc c'est un spectre très large de gens qui s'y intéressent ou qui y croient. Les crypto-geeks, les crypto-croyants, c'est que du code informatique, aucune valeur intrinsèque. Donc la personne du chat commente, bah, j'en ai pas, bah oui c'est bien que t'en aies pas. Je te donne un bon exemple de comprendre comment c'est destructif. Un documentaire qui est passé à la conférence Anarchapulco, conférence célèbre du mouvement souverain et de la vérité, soi-disant mouvement anarchiste qui sont à fond dans la crypto. C'est une blague. Donc la première année de cette conférence au Mexique, il y avait une idée de ce que qu'était l'anarchie, même si c'est n'importe quoi. Et les années suivantes, ils sont tous allés investir dans le Bitcoin. Zéro de crypto, ils sont tous devenus plus ou moins riches. Donc ça a ruiné en fait tout l'aspect principal de ce mouvement de chercheurs de vérité, de l'anarchie. Ils sont tous partis dans le système monétaire organisé. Donc, toute la culture autour a changé, car ils étaient à fond dans la crypto. Et il y en a forcément qui sont devenus riches. Mais en fait, bah ouais, tu vois très bien que c'est pas des anarchistes ni des chercheurs de vérité. La vraie anarchie, c'est pas de loi de l'homme. Donc c'est des capitalistes. Donc ces mecs-là sont leurs propres jokes, leurs propres blagues. Les mecs se prétendent anarchistes, font cette conférence et pourtant les propriétaires d'une grosse entreprise. Bah, c'est quoi leur délire? Ouais, on s'en fout de comment ils s'appellent. C'est comme Davon Rice qui appelle les State National. C'est du marketing, c'est encore un nom qui est créé. On va créer nos propres termes. Ouais, bah non, en fait, ça marche pas. Ils sont dans la merde. Ouais, c'est du marketing, du branding. Donc, questions-réponses maintenant sur la PMA. Ceux qui ont des questions, allez-y. On peut parler d'un peu de tout. On peut parler du trust, des PMA. J'attends les questions. Bon, on va finir alors s'il n'y a pas de questions. Oui, moi j'ai une question. Vas-y. Je t'ai déjà posé la question, mais j'arrive plus à retrouver. Comment tu fais pour les taxes si tu ne le détiens pas? Ouais, comment tu fais pour éviter les taxes pour un compte d'investissement si c'est pas détenu à travers une LLC ou un trust? Je suis désolé de te dire, c'est pas possible sans l'existence du trust ou de la PMA. Ouais, tu parles pour un compte personnel? Oui, c'est ça. Après, si t'as rien gagné non plus, non, tu n'auras pas de ponction de patrimoine. Par contre, sur ton compte, ça sera autre chose. C'est imposable. Donc le formulaire déclaration 1040, ça sera à ton nom. Ah non, en fait, là, il corrige, c'est le 1099. Donc ça ne sera pas au nom d'une entité ou d'un trust. Malheureusement, de ce côté-là, on ne peut pas éviter les taxes et l'imposition. Ça fait partie du jeu. Et Clindy, est-ce qu'on peut le donner? Non, on peut pas. Non, quand tu réalises un gain, donc c'est un gain de capital, c'est imposable.
Est-ce que c'est réaliser un gain si c'est toujours sur le compte? L'argent? Oui. Oui, c'est un gain réalisé. Car c'est sur ton ledger, ton compte. Clint rajoute, ça part du concept que tu ne peux rien amener dans l'outre-tombe. Une fois que tu meurs, t'emmènes rien. C'est quelque part une métaphore pour passer dans le domaine privé. Si ta US personne meurt dans ce but-là, il va falloir que tu retires cet argent et que tu l'investisses dans le privé. Et tu vas réaliser qu'il y a des pénalités, des gains, des taxes. Car de ce côté-là, tu es toujours dans le système, côté du domaine public. Une fois que tu sors du public et tu passes dans le privé, une fois que tu as traversé, que tu utilises pour acheter un terrain. Donc maintenant, les règles du jeu changent. Là, je te pose une question, Oliver. Est-ce que tes gains réalisés, c'était cette année? Ou c'était l'année dernière? Ouais, il me semble que c'est cette année. Je l'ai bougé d'un stack vers un autre stack. Donc d'une pile vers une autre. Ouais, dans ces cas-là, tu as toujours un peu de temps vu que c'est la nouvelle année fiscale. Donc tu pourrais changer de compte, échanger et passer d'un compte personnel à un compte trust, un compte entreprise. Moi, je peux t'expliquer ça si tu veux en privé, c'est assez simple à faire. Mais avec quel genre de courtier travailles-tu? Je crois que c'est TD America Trade. Ouais, oui, c'est facile de travailler avec eux. Je peux t'aider, on peut transférer, changer les noms. Là, tu n'auras plus trop à te soucier l'année prochaine de la fiscalité. À partir du moment où l'entité sous laquelle tu te mettras, ça sera un tunnel de passage, une bonne passerelle de transfert. Là aussi, je pourrais t'aider. Ouais, tu expliques, Brandon, ce que c'est une passerelle? Ouais, c'est une entité qui ne va pas utiliser une comptabilité classique. Voir dans les liens, c'est une accumulation d'intérêts, ce qui est l'obligation de toutes les CPA, donc tous les comptables accrédités, oui, comme le gouvernement dit Clint. Oui, c'est ce qu'eux font aussi. Toutes les corporations doivent le faire. Oui, c'est marrant, c'est là qu'ils cachent leur argent. Ouais, du coup, nous, on fait pareil avec les LLC, les SARL, au niveau de l'enregistrement. Et il faut que ce soit sûr que tu ne sois pas propriétaire de cette LLC. C'est ton trust ou ta PMA qui doit être le propriétaire de cette LLC. Donc il faut utiliser les bons codes au niveau des taxes. Ouais, le gouvernement, donc ce qu'il fait avec les impôts, les taxes, c'est qu'ils mettent ça dans des fonds, donc qui sont des fonds d'investissement. Et ils divisent ces fonds en différentes choses comme des terrains de golf, des corporations et autres sociétés, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien dans le fonds d'investissement, et là ils augmentent les taxes. Donc en fait ils cachent cet argent en investissant et en faisant croire qu'il n'y en a plus, et ils imposent derrière, parce qu'ils n'ont plus d'argent pour utiliser. Donc le fonds en général est vidé et ça leur donne l'excuse de collecter. Et ils disent que les caisses sont vides. Et ensuite ils réinvestissent, etc. etc. Ah, si on pouvait faire exactement comme le gouvernement faisait, ouais, c'est le top des criminels. Avec leur comptabilité, ouais, ils sont super forts. Ouais, c'est clair, tu passes en dehors des passages cloutés et ils te foutent en prison. Donc Janice a une question, mais Brandon veut répondre à une autre question dans le chat avant. Question dit, j'ai de l'argent et j'ai payé cash, donc le métal argent, mais si je le rééchange, on va me donner un chèque. En échange, ouais, ils te redonneront un chèque. Des fois du cash, ça va dépendre du dealer, la plupart du temps c'est des chèques. Est-ce que je vais me faire imposer? On va prendre le scénario où tu revends ton argent au dealer et il te donne un chèque en échange. Parce qu'ils vont te demander à quel ordre on fait le chèque. Mais tu peux faire l'ordre du chèque à ta LLC ou même ton trust. C'est comme ça que tu vas échapper à l'imposition. S'ils te donnent du cash, en théorie, tu ne devrais pas te soucier de ça, quoi. Donc voilà, c'est le seul problème pour le chèque, tu te fais pas payer à ton nom, mais au nom de ta LLC ou ton trust.
Mais ils savent, hein, c'est clair, ils savent que tu préfères du cash. Hein. Donc, Janice, tu peux poser ta question. Donc, j'essaye de comprendre. La LLC se trouve à l'intérieur de la PMA. Donc, on doit créer la PMA en premier. Ta PMA, en fait, existe déjà. Moi, dans mon processus, on enregistre d'abord la LLC en premier, parce que c'est de celle-là qu'on en a besoin. Les associations existent déjà, c'est pas parce qu'elles sont enregistrées ou qu'il y a un bout de papier ou pas de bout de papier que ça l'empêche d'exister. Et donc la LLC, elle n'est pas imposable, il n'y a pas de taxe à payer. Alors ça dépend de comment tu l'utilises. Donc je sais pas, en prenant l'exemple de ta PMA, qui n'est pas un contribuable et qui va détenir ta LLC. Ta PMA n'est pas une US personne, elle n'a pas d'identification fiscale, elle n'a pas de numéro de sécurité sociale. En théorie, ça n'a même pas de IN, la PMA elle-même. Et je parle pas des soi-disant églises 501, 508, qui ne sont pas des PMA, on a déjà expliqué ça. Donc voilà, on utilise la LLC comme une passerelle. Moi, je te recontacterai en privé pour avoir plus de détails et essayer de mieux comprendre. Merci. Ouais, envoie-moi un message. Ouais, d'ailleurs, Janice, j'ai toujours pas eu de retour de North Carolina. Ils prennent leur temps pour me répondre. Oui, moi aussi, j'ai eu des news de la femme qui a créé la 508 501. Ah oui, en effet. Ah ouais. Ouais, je te partagerai ça en privé, je te raconterai. Ah, j'ai hâte d'avoir sa réponse. Voilà, c'est la fin. Merci tout le monde. Traduction Jacques Fruit.